l'extrémité sud du Massif central, les hauts plateaux des Causses émergent à plus de 1000 mètres d'altitude. Au fil des siècles, l'eau y a creusé un profond canyon, les gorges du Tarn. En quelque sorte, une montagne inversée, une montagne qui plongerait vers le bas, là où la vie est plus rude, l'isolement certain. Pourtant, depuis la préhistoire, les hommes ont toujours vécu ici. Alors aujourd'hui, je pars à leur rencontre dans ces montagnes où la terre est si précieuse. Aux frontières de la Lozère, de l'Aveyron, des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, je descends du Causse-Sauveterre jusqu'au fin fond des gorges du Tarn pour rejoindre le petit hameau de La Sablière. J'emprunte la seule et unique route qui longe le Tarn, en rive droite, au pied des falaises. C'est magnifique là, vraiment. Parc naturel régional des Grands Causses. Ce qui est magnifique aussi, ce sont ces petits hameaux isolés sur l'autre rive, juste en face. Aujourd'hui, on se demande bien ce qu'ils font là et qui pourrait y habiter. Alors pour le savoir, je me rends à La Sablière où je suis attendu pour la fin de journée. Alors mon hôte m'a dit, quand tu arriveras sur place, il faut klaxonner joyeusement. Et j'arrive. Je sais pas ce qu'il entend par joyeusement, on va essayer, puis on verra bien. Parce que si je klaxonne triste, je suis pas sûr qu'il vienne me chercher, le gars. Ça n'est pas très discret, mais le problème, c'est que non seulement le hameau n'est pas relié à la route, mais en plus, il n'y a pas de réseau téléphonique. On fait donc à l'ancienne, et ça marche. Je sais pas s'il veut que je traverse avec ce téléphérique les gorges du Tarn, parce que le fleuve est en bas, enfin la rivière. Première surprise de cet endroit insolite, le téléphérique maison de fabrication artisanale. Et à la solidité douteuse. Albin, il faut que je monte dedans? Ah, ok. Donc il faut mettre tous les bagages là-dedans, et après il vient nous chercher en barque, par la rivière. C'est bon! Pendant que mes bagages prennent la voie des airs, je rejoins en 2 minutes le Tarn, juste en dessous, là où Albin gare sa barque et ses 2 canoës. Ah, un bel endroit. Donc vaut mieux pas oublier le pain en fait. Donc ça, mieux vaut pas l'oublier ou mieux vaut le faire. Oui, c'est encore mieux. En tout cas, bienvenue. Bah écoute, je suis content d'être là en tout cas, parce que le paysage et le site absolument incroyable. Bon, je te suis. Je t'en prie, viens. La dernière fois que j'ai fait du canoë, c'était un babar gonflant, j'avais 7 ans. Hein. D'accord. C'est trop... Et là, donc, on a un magnifique rapide. Juste avant. Ouais, c'est le rapide de la Sablière. Et là, c'est une baignoire naturelle. Enfin, l'été, tu vas te baigner, j'imagine. Ouais. Je me baigne. Là, il y a plus 4,50 m de profondeur au centre. J'ai vu des poissons comme ça. Ah ouais, beaucoup de truites. On est sur de l'eau de première catégorie. Là, vraiment, la source est à 40 km en amont. Il n'y a aucune usine. Il y a même une plage de sable. Même une plage de sable qui est là, exactement. Qui pourrait être liée au nom de la Sablière avec de l'extraction de sable. Ah oui, d'accord. Bon, allez. Ah, c'est pas mal de ce côté aussi. Tu vas voir le hameau. Nous voici maintenant rive gauche, et juste au-dessus de nous, le hameau de la Sablière. Un ancien ermitage du XIe siècle, tenu à l'époque par des sœurs bénédictines. Il est longtemps resté à l'abandon, et Albin en est aujourd'hui le principal occupant.
C'est vraiment maintenant que je vais te souhaiter la bienvenue sur la place centrale du village. Ah, c'est la place centrale. Waouh. Donc voilà, C'est absolument les Starnes qui extraordinaire. court. Et j'allais dire, si t'as vu la maison, bah oui, c'est la tienne. Ouais. Sur le rocher, Sur là. le rocher, ouais. Sur la fondation. Ça, c'est la sablière haute, sablière basse. Donc là, on retrouve, voilà, hein, on trouve 700 mètres de dénivelé entre le plateau, donc le Causse, la surface C'est du lequel plateau. de Causse? Là, on est sur le Causse Méjean. Et c'est quoi, là, qui vole? Là, qui volent, bah, c'est les vautours moines. Vautours moines, vautours fauves. Pour les plus gros, 2,80 d'envergure. Donc, Est-ce que tu as conscience que c'est un endroit absolument paradisiaque? Un petit peu tous les matins quand je me lève, ouais. Ouais, je m'en lasse pas. Je m'en lasse vraiment pas. On a à la fois les grands espaces, on est isolé sans l'être, parce qu'on n'est Oui, pas, et puis on c'est n'est pas pas isolé. C'est pas encaissé, en fait, c'est assez Non. ouvert, Ouais. même si on est au Ah pied non, d'une c'est pas falaise. du tout angoissant, ouais. C'est pas du tout angoissant. Fasciné par cet endroit, je demande à Albin de me le faire visiter et je ne suis pas au bout de mes surprises. La décoration intérieure n'est pas vraiment celle qu'on attend. On se croirait presque dans un château. Donc là, on rentre dans une chambre à prédominance de bois. Hein. Ah oui, c'est pas du tout rustique, Ah, non, campagne. non, on est sur... Non, c'est une réhabilitation complète années 30 et voilà, un peu néo-médiévale avec effectivement vraiment une prédominance du bois. Et là, surtout une magnifique bibliothèque tout en chêne massif. Et là, donc, sur la pièce d'à côté, donc, voilà, on a affaire à un véritable parquet Versailles. 100% noyer blanc, noyer noir. On est sur des choses de... Et tout ça dans un hameau complètement perdu. Magnifique qualité. C'est ça qui est étrange, hein. Car l'histoire de la sablière n'est pas banale. Au XIXe siècle, le jeune aventurier Édouard Alfred Martel explore sans relâche les nombreuses cavités que recèlent les causses et les gorges. Il y découvre des gouffres et invente la spéléologie moderne. Son camp de base sera la sablière. Et sa famille, industrielle fortunée, investira dans le confort des lieux. Aujourd'hui, les propriétaires sont des Belges qui ne viennent que pour les vacances d'été. Le reste de l'année, ils laissent les clés à Albin, devenu le gardien des lieux. Mais l'esprit de Martel semble toujours flotter sur la sablière. Alors, Édouard Alfred, c'était le propriétaire ici, et c'était aussi un aventurier, un explorateur qui a découvert en quelque sorte les gorges du Tarn. C'est Enfin, ça. qui les a rendues publiques. C'est ça. Ça, c'est dans les années 30. En fait, lui, il est donc fin 19e, début 20e. Il arrive dans les gorges, il découvre donc là vraiment l'apogée de son œuvre, c'est quand il a découvert la Veine Armand, qui est une énorme grotte donc sur le Causse Méjean. On met 2 étages de la Tour Eiffel à l'intérieur, hein. Donc c'est un gros gouffre. Et donc voilà, et Martel donc venant ici, ils ont également équipé donc le Cingle Gros, hein, qui est un massif d'exception. C'est ce Dans les gorges rocher-là. du Tarn, c'est celui-ci. Ouais. Donc là, on est à 700 mètres de dénivelé, plus de 200 mètres de falaises brutes. Ouais. Et il y a surtout installé donc, près de 300 marches métalliques. Et je dis bien des marches, pas des échelles. Ouais. Donc on serait sur la première via ferrata de France, en fait, avec donc 300 marches qui permettent de monter jusqu'en haut. Et là, c'est juste magnifique. Et la vue là-haut, bah, on voit, pour avoir fait le Grand Canyon, on n'est pas loin, quoi. On est sur un paysage assez extraordinaire, assez magnifique. Depuis la sablière, où je reviendrai tout à l'heure, je pars moi aussi sur les hauteurs, découvrir maintenant l'univers du Causse Méjean. Un paysage absolument aux antipodes de celui des gorges, qui, vu du ciel et même du sol, révèle une lutte acharnée de l'homme pour sortir quelque chose de cette terre sèche, aux allures de steppe.
Ça, c'est un paysage typique du Causse-Méjean, une ambiance de steppe, parfois désertique, avec très peu de forêt. Et quand on voit les champs situés derrière moi, on se rend compte à quel point il a fallu parfois se battre pour rendre cultivable une terre pauvre à 1000 mètres d'altitude. Les champs du Causse produisent quelques céréales, mais surtout du fourrage pour nourrir les troupeaux l'hiver. Car l'élevage sur le Causse est une tradition bien vivante. L'agropastoralisme est le motif principal du classement de ces hauts plateaux au patrimoine mondial de l'UNESCO. Non, moi j'ai rien, ma grande. Comme tous les matins, à 72 ans, André mène ses brebis de sa ferme jusqu'aux abords des falaises du Causse-Méjean. Elles ne veulent pas venir. Hein. Puis le matin, c'est un peu comme les gens, Ouais. elles n'ont pas bien fait. Puis ils ont peut-être un peu pas envie de bouger aussi, si c'est comme nous. Dites-moi, André, le climat du plateau, là, c'est vraiment de la montagne, hein. On est à 1000 mètres. Ah oui, on est à 1000 mètres. Il y a du vent, il y a des bonnes pluies, Oui, des orages, des orages, de la neige, en hiver. oui. Mais on en a de moins en moins. Mais il n'y a pas d'équipement, on ne fait pas de ski de fond. Enfin voilà, Non, non, c'est non. la nature Non. telle que vous l'aimez, vous. Non, oui, oui. Il n'y a pas de ski de fond. Parce que, en plus, c'est vachement vanté, alors que des endroits, il y a de la neige, et puis ils tombent dans des endroits où il n'y en a plus, et ça ne marche pas. Ouais. Ici, c'est un pays en bouton. Ouais. Puis c'est trop sec. L'été, attention, que des fois, on ne trouve pas beaucoup d'air. Hein. Ah oui. Surtout cet été, là, il y avait la sécheresse en plus. Alors, tout était grillé. Ouais. Cette année, les troupeaux ont souffert avec la sécheresse, et puis les mouches, on a eu des mouches en quantité. Il y en a encore, là, d'ailleurs. Oui, il y en a encore. Ah ouais. Ah oui. Un petit coup de gel et hop, on n'en parle plus des mouches. Oui. Ah, elles se tirent par là-bas, les Oui, brebis. ils descendent là. Ouais. Avec ses brebis, André produit soit du lait pour le fromage, comme le roquefort, soit de la viande. Et vous, alors, vous êtes agriculteur, mais vos parents, grands-parents l'étaient aussi? Allons. Non? Et ma mère, elle était institutrice. Ah oui, d'accord. Et mon père, il était facteur de campagne. Donc c'était une vraie envie, vous aviez envie de faire ça? Oui. Ouais. Et pourquoi? Bon, j'aime la campagne, Ouais. j'aime le Causse. Je suis né là et bon, j'y reste. Est-ce qu'on est obligé d'être né ici pour arriver à y vivre? Parce que c'est quand même pas facile tous les non, jours. il ne faut pas dire ça, mais on voit que les gens qui arrivent d'ailleurs, il y en a qui ont quand même un peu de difficultés. Mais là, quand on creuse, on tombe très vite sur la roche. Ah oui, oui, oui. Là, chaque fois qu'on retourne une parcelle, il faut ramasser des pierres. À chaque fois. Ah oui, oui. Ah, ça les fait ressortir. Et autrefois, on les ramassait à la main, dans des remorques, des bennes. Mais maintenant, on a un système, on les endène, comme le fruit, mais avec du matériel beaucoup plus costaud. Et puis, on les boit sur place. D'accord. On a des... C'est pour ça que dans les champs que j'ai vus, il y a de la terre et des petits cailloux Oui, comme ça. vous avez partout. ça fait des traînées blanches. Oui, c'est ça. C'est des pierres qui ont été broyées. Oui, mais on voit bien que les terres cultivables, c'est dans certains endroits seulement. Ah oui, hein. oui, oui, oui. Là, on fera pas un champ de pommes de terre. Là. Ah si, là, la forêt, la pomme de Alors, terre. j'y connais rien. Bon, Si. alors, bon, d'accord. Oui, Pas de oui. pommes de terre, mais on fera pas un champ de céréales. alors. Non, pas bien. Bon, bah, c'est une vie qui vous convient. Oui, il y a 70 ans que je suis. Je ne ferai pas 70 de plus. Si les Causses et les Gorges sont deux univers totalement opposés, les liens et les échanges humains entre les deux ont toujours existé. C'est ce que je vais apprendre en redescendant sur La Malène, un petit village typique au cœur des gorges du Tarn et point de départ des bateliers. Car pour rejoindre Albin, au hameau de la Sablière, je vais devoir descendre les gorges en barque. Sur les eaux incroyablement transparentes du Tarn, c'est un point de vue étonnant et privilégié sur la rivière. C'est d'un calme absolu.
À l'entrée du passage des détroits, on comprend mieux le travail inlassable de l'érosion au fil des millénaires. Ici, la rivière a creusé dans le calcaire des Causses cet incroyable défilé. À cet endroit, le dénivelé est de 500 mètres. C'est à peu près la moyenne dans toutes les gorges, c'est-à-dire 900 le plateau, 400 à la rivière. On voit bien le passage de la rivière quand elle est descendue, tu vois, devant. Ah ouais, ouais. Les différentes traces d'érosion, les lignes d'érosion. Voilà. C'est impressionnant. Hein. Bah, ça nous rappelle qu'on n'est que de passage. Hein. Et que ça a mis un certain temps à se creuser aussi. Regardez l'oiseau là. Ouais. On l'appelle le cincle plongeur. C'est un oiseau qui a les os pleins et les plumes étanches, ce qui lui permet de courir au fond de l'eau. Il court au fond. Il y avait un énorme truc là. Enfin, un poisson comme ça. Enfin, un gros poisson. Nous sommes à environ 50 km de la source du Tarn et par endroits dans le parc national des Cévennes. La faune est ici d'une grande richesse et le retour de la loutre, depuis quelques années, est un bon signe pour la biodiversité. Pour diriger sa barque, Jean-Paul utilise soit le moteur, soit, quand il n'y a pas assez de fond, une grande perche en bois, comme le faisaient déjà les bateliers il y a 150 ans. Natif du pays, Jean-Paul connaît très bien leur histoire. À la fin du 19e siècle, lorsque les premiers touristes arrivent dans la région, les habitants des gorges leur proposent des excursions dans leurs vieilles barques en bois traditionnel. Et bien sûr, après, il fallait ramener la barque. Ah oui, alors comment on faisait? À la perche. Hein. C'est-à-dire remonter le courant. Et remonter le courant. Ou alors ils étaient dans l'eau et tiraient. Hein. Ça fait les bras dans les deux cas. Hein. Oui. Ces mêmes barques qu'ils utilisaient jusque-là pour passer de village en village et de rive droite à rive gauche, alors que la route n'existait pas. Mais alors, c'était le seul moyen de communication dans les gorges du Tarn, ce fleuve, enfin cette rivière. Oui, bien qu'il y avait peu de communication, parce qu'ils le retrouvaient toujours pareil. Ce qui était intéressant pour eux, c'est d'avoir des céréales qu'ils avaient sur le plateau, la viande, le fromage aussi, alors qu'ici, ils avaient le poisson, ils avaient le vin. Donc il y avait des échanges entre l'eau et le bas. Il y a énormément de sentiers encore qui vont du plateau à la rivière et inversement. Donc en fait, ceux qui vivaient en bas, dans les gorges, étaient un peu dépendants de ceux qui vivaient sur le plateau, et inversement. Et inversement. C'était complémentaire. Entre la montagne d'en haut et puis la rivière, c'était les mêmes en fait. C'était, oui, les mêmes parce qu'ils se louaient beaucoup. Quand on regarde les archives, la plupart des métiers, c'était des brassiers. Des brassiers, c'était tout simplement des gens qui louaient leurs bras. Donc autant ils étaient là pour la vigne, autant ils étaient là-haut pour les céréales. Ils étaient autant en haut qu'en bas, sûrement. En 1905, lorsque la route est construite en rive droite, tout change. En rive gauche, seules les communes à part entière, comme Saint-Chély-du-Tarn, ont droit à un pont. Mais les petits hameaux, comme Autrive, la Croze et la Sablière, se retrouvent alors isolés du jour au lendemain. Un temps abandonné, certains murs vont tomber en ruine. Mais pas à la Sablière, qui revit aujourd'hui grâce aux travaux d'Albin et de ses amis venus prêter main forte. C'est ce qu'on appelle un chantier participatif. Aujourd'hui, il s'agit de réhabiliter l'ancienne aire de battage des céréales. Albin dirige les opérations. C'est la somme de tous les détails qui formeront le résultat final. À moi, il me confie une autre mission, enlever la végétation qui recouvre les murs de soutènement de ces vieilles terrasses destinées aux cultures. Alors qu'est-ce que tu appelles un chantier participatif? Un chantier participatif, c'est effectivement mutualiser les compétences, c'est-à-dire de se retrouver à plusieurs, à faire des choses, parce que déjà ça permet d'avancer bien sûr beaucoup plus vite sur les tâches, mais en dehors de ça, c'est surtout mutualiser les compétences, c'est-à-dire te retrouver, toi, à partager à la fois tes connaissances et prendre celles des autres. Donc on est vraiment dans
dans un partage. Et tout ça se fait sous forme d'échange. Se fait sous forme d'échange, ouais. On est sur le troc, on est sur le sel, c'est-à-dire qu'on met l'argent un peu de côté. Et dès que tu enlèves l'argent dans les échanges humains, tu aperçois que tout va pour le mieux. C'est souvent l'argent qui a biaisé un peu les relations. Tu les payes pas et ils payent pas. Tout à fait. Je les invite en fait contre une demi-journée en fait de travail dans un cadre de chantier participatif, ils sont logés à la Sablière et nourris. Et pourquoi ils ont monté ces murs ici? Alors ces murs, en fait, on est sur une base de restanques, c'est-à-dire que c'est des parcelles de terre. C'était pour cultiver au-dessus. D'accord. Ça permettait de récupérer les niveaux. C'est des marches en fait, c'est des marches de géants. C'est pour récupérer les niveaux, ce qui permettait donc de cultiver au-dessus. Là, notamment au-dessus, on a affaire à une terrasse d'apiculture. Et là, c'est la maison des abeilles, était une maison d'extraction pour le miel. Donc au-dessus, on a une dizaine de ruches en fait. Et donc c'était pour gagner de la terre, tout simplement. Et les anciens m'ont dit que... Quel boulot pour quelques mètres carrés cultivables. Exactement. Et quand on voit comment ça se passe là-haut, on sent aussi que chaque champ a été durement conquis. Ouais, c'est ça. On a affaire à un travail colossal. Et quand tu sais que derrière ces bâtis, c'est de la terre qui est souvent importée, qui ont été importées par la rivière et menées à dos d'homme pour être mis derrière les murets pour qu'elles soient plus cultivables et plus riches, là on est sur des... Ouais. D'où la responsabilité de ce que je te disais. La responsabilité de poursuivre. Ça c'est sûr. On ne peut pas laisser tout ça à l'abandon. Depuis 3 ans qu'il s'est installé ici, Albin a trouvé à la Sablière le lieu idéal pour une nouvelle vie. Après avoir longtemps travaillé en ville, dans un tout autre domaine, il a créé une association destinée à l'éveil environnemental pour une nouvelle façon de vivre. Allez bien Laurent, on l'a bien mérité notre jus de poire local. Puis c'est un très beau balcon. Ah là on est bien. Là on est bien. Tu vois, et lui il choisit toujours les meilleurs endroits. Ah, le chat, on l'a pas vu de la journée, il était là. Ah ouais, il est bien. Ça c'est mon chat de 20 ans. Et avec un rayon de soleil, c'est encore plus beau comme ça. Ça c'est ce que tu vois tous les matins quand tu te réveilles. C'est ça. Dis-moi, tu t'es inventé une belle vie quand même. Ouais, je suis pas mal. Ce qui est étonnant, c'est de passer d'une vie de citadin, tu travailles dans la pub, Ouais, 15 ans d'agence. à cet endroit et à cette philosophie-là. Alors comment il se fait le virage? Le virage se fait d'autant plus quand tu te rends compte effectivement de l'aberration de ton métier, quoi. Plus tu es dans l'aberration et plus tu vas chercher son opposé. Donc comme je dis souvent aux gens qui veulent comprendre un peu mon parcours, j'ai prôné pendant 15 ans la jouissance d'avoir, de dire posséder, voilà, il faut posséder, sinon tu t'apprends à frustrer les autres. Et donc j'ai fait le virage de la jouissance d'être. Passer de jouissance d'avoir à jouissance d'être. Ça veut dire quelques renoncements quand même. Ça veut dire quelques renoncements, mais des renoncements qui font du bien, à terme. C'est un peu comme quand tu arrêtes de fumer. Au début, ça fait du mal, mais à terme, c'est plutôt pas mal pour toi. Donc j'ai arrêté de fumer aussi. Donc tu fais du troc avec des objets ou avec du travail contre un hébergement, c'est ce qu'on a vu. J'essaye d'enrichir au maximum les relations humaines et les échanges. Donc je veux ici que ça soit un lieu de partage et de transmission de savoir et de passion. Et je veux que dans ma vie de tous les jours, c'est qu'est-ce que je souhaite vivre. Est-ce que je souhaite être aubergiste et être tenancier d'un hôtel de luxe? Ça pourrait. Ça pourrait, ah bah c'est sûr, non mais le champ des possibles est énorme avec la Sablière. Ou soit je mets la Sablière comme un projet de territoire et un projet de société qui peut profiter au plus grand nombre, et moi profiter d'une richesse qui est celle du partage et des échanges. Et moi, celle où je me régale, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est effectivement les chantiers participatifs, quand l'argent est mis complètement en dehors des relations humaines, et là tu as une richesse qui se crée, tu as des amitiés qui se créent, t'as du sens de ce que tu fais. Et quand tu te couches le soir, tu es content de ta journée. Je quitte Albin pour retourner une dernière fois sur le Causse. Pour retrouver la dimension de ces espaces naturels grandioses, façonnés par l'homme au fil des siècles. Et cette harmonie si particulière qui n'a pas changé depuis la nuit des temps.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir cette région particulièrement bien préservée, les gorges du Tarn bien sûr, mais aussi les montagnes environnantes avec le Causse Méjean et le Causse Sauveterre. On peut se retrouver quant à nous sur les réseaux sociaux pour discuter ensemble et même se revoir sur TV5 Monde lors de la rediffusion. Excellente semaine à tous. Biou, dégage. On me dit d'enlever le chien, j'enlève le chien. Ah, si tu peux gratter dans le fond. On a besoin d'un esclave, tu vois. Donc il y avait ici, une perche là. il n'y a pas de perche. Il n'y avait pas de perche, alors, il y avait un poisson avec des rayures. Ah non, non, tu te mets là alors. Si tu te mets là. Parce qu'il est gros. C'est la chef. Les chefs. Apprivoisé avec du grain. Oui.